Monsieur le préfet de la Martinique, messieurs les membres de l'autorité de l'OICO, messieurs, madame les ministres des gouvernements des États membres de l'OICO, je vais tout d'abord commencer par vous dire merci. Merci. Très sincèrement, merci. Tous et toutes, vous nous avez accueillis comme des frères. Vous nous avez ouvert la porte. Et vous êtes même allé au-delà même de vos possibilités, puisque vous avez soutenu ardemment la candidature de la Martinique et bien sûr de la Guadeloupe. Messieurs les représentants accrédités des pays ayant des relations diplomatiques formelles avec l'OICO, Monsieur l'ambassadeur délégué à la coopération régionale Antilles, merci. Monsieur le directeur général de l'OICO, Monsieur le secrétaire général de la CARICOM, merci aussi pour votre compréhension, votre détermination et votre fraternité. Les dernières réunions que nous avons eues récemment au Guyana avec une délégation martiniquaise a montré aussi qu'on pouvait franchir aussi cette étape. Mesdames et messieurs les membres de la commission de l'OICO, mesdames et messieurs les consuls, messieurs les sénateurs, messieurs les parlementaires, madame la présidente du Conseil général de la Martinique, chère Josette, madame la représentante du président du Conseil régional de la Guadeloupe, chère Thérèse Pépin, mesdames et messieurs les membres du Conseil régional de Martinique, messieurs les présidents des conseils consultatifs, mesdames et messieurs les membres du Conseil général de la Martinique, mesdames et messieurs les maires et présidents d'institutions qui sont extrêmement nombreux, messieurs les présidents des groupements de communes, messieurs les présidents des chambres consulaires, messieurs les présidents des organisations patronales et syndicales de la Martinique, mesdames et messieurs les présidents d'associations œuvrant avec acharnement à l'amitié et les relations entre les pays de la Caraïbe et nous-mêmes, Son Excellence l'évêque de Martinique, je ne sais pas s'il est présent, s'il est représenté, mesdames et messieurs les fonctionnaires de la commission de l'OICO, je voudrais vous dire merci pour votre attachement, votre collaboration, votre sincérité, votre professionnalisme, parce que l'instruction de notre dossier a été une instruction longue. Mesdames et messieurs les membres de la presse, mesdames et messieurs, pour la Martinique tout entière, pour chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise, c'est un véritable honneur et surtout un bonheur de vous accueillir ici dans notre pays. Un bonheur qui se nourrit bien sûr de notre fraternité, mais qui provient aussi du sentiment très clair de vivre une accélération de l'histoire de notre Caraïbe. Tout moment historique est toujours un événement où les forces du passé et les dynamiques du futur se fécondent mutuellement. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de penser à cette femme mulâtresse, esclave rebelle de Sainte-Lucie, qui s'appelait Flore Gaillard. C'était en 1793. Les colonialistes anglais tentaient de reprendre le contrôle de l'île Sœur, qui était alors sous domination française. Flore Gaillard s'était réfugiée dans les bois pour créer une armée hétéroclite, composée bien sûr de nègres marrons, mais composée aussi de blancs révolutionnaires, composée aussi d'anglais déserteurs. Flore va d'abord tuer son ancien maître, qu'il avait violé. Puis, durant plus de 5 ans, elle va persécuter les esclavagistes, dévaster les plantations et vaincre les Anglais de plate couture lors de la fameuse bataille de Rabot. Ce qui me fascine, c'est cette femme qui avait été blessée au plus profond de sa chair. C'est d'avoir compris que son combat n'était pas une affaire de race, ce n'était pas une affaire de langue, ce n'était pas une affaire essentiellement de drapeau, mais que c'était d'abord une exigence, l'exigence de la dignité humaine à laquelle tout un chacun, nègre ou marron, républicain, déserteur, anglais,
survivants amérindiens pouvaient largement s'associer. Je pense aussi à ce nègre marron de Jamaïque, le fameux général Cudjoe. Celui-là résista pendant plus de 40 ans à 6 commandements militaires esclavagistes jusqu'à forcer les colonialistes à signer en 1739 l'autonomie des territoires qu'il avait su conquérir. Cudjoe avait compris que le retour en Afrique leur était, à lui, mais aussi à ses frères, de misère, désormais impossible, et qu'il lui fallait conquérir cette terre, habiter cet archipel où l'histoire l'avait jeté et y dresser sa volonté. Je pense enfin au colonel Louis Delgrès et à ses centaines de compagnons, le 28 mai 1802, refusant le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Ils préféraient en mourir sur une poudrière plutôt que de renoncer à la liberté, à notre liberté. On raconte qu'au moment de mourir, Louis Delgrès avait tenu à jouer du violon et que l'explosion l'aurait emporté au bout d'une mélodie. Par son sacrifice, Delgrès avait voulu s'élever au-dessus de tout et s'était adressé à l'univers tout entier. Il a voulu signifier que ce qui se jouait là dépassait encore une fois la simple résistance à une barbarie pour s'inscrire dans l'universalité d'un très grand humanisme. Tous ces hommes, toutes ces femmes ont nourri de leur sang et de leur volonté cet espace caribéen qui constitue aujourd'hui notre berceau commun. Leur force, mais aussi leur esprit et surtout leur exemple sont maintenant avec nous. Ils ouvraient des perspectives d'association très larges. Ils ouvraient aussi une posture de rassemblement et ils ouvraient aussi les prémices certainement d'un autre monde possible. Je les associe et je sais que vous partagez cette association. Je les associe toutes et tous sans réserve à ce moment où nous allons formaliser l'amorce d'une expérience caribéenne nouvelle dans un monde en profonde mutation. Rappelons ces dates clés qui pour nous sont autant de dates historiques. En août 2012, la Martinique signe son adhésion à la CEPAL. Avril 2014, la Martinique signe son adhésion à l'AEC. Et aujourd'hui, le 4 février 2015, l'adhésion à l'OICS et bientôt, chers amis, j'espère à la CARICOM. Nous y travaillons. Je voudrais saluer la présence d'Ervin et encore une fois le remercier, le secrétaire général de la CARICOM. Ces avancées n'ont été possibles que par une volonté forte exprimée par l'ensemble des Martiniquais, tous les Martiniquais. D'abord le courage de nombreux élus et tous les présidents de collectivités départementales ou régionales qui m'ont précédé, mais aussi la volonté affirmée de l'ensemble des acteurs de ce pays, à la fois associatifs mais aussi économiques, des forces. Je pense à un précurseur, et je lui rends hommage, Clovis Beauregard. Mais cette avancée est aussi liée à l'ouverture d'un nouveau champ de la coopération, celle de la diplomatie territoriale, mais plus loin, celle de la diplomatie territoriale économique, inaugurée par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France. Je profite pour saluer le travail fait depuis quelque temps par l'État pour ouvrir ces perspectives. Et saluer aussi, à travers vous, Monsieur le Préfet, le travail de l'État. C'est donc un moment d'émotion historique et solennel. La Martinique donne la main à son bassin de vie et à ses sœurs et à ses frères de cœur. Nous sommes heureux et fiers d'être membres associés de l'OICS. Mais au-delà de cette position, je pourrais même dire au-delà de cette posture, nous devons être conscients de la tâche et de la responsabilité qui nous animent.
Le monde change. Le monde est tout aussi violent, certainement par les mêmes conditions, que le monde que nous avons connu auparavant. C'est un monde d'indépendance, certainement, mais c'est aussi un monde d'interdépendance et d'interconnexion, où tout est possible. À la fois les avancées les plus étonnantes sous le plan de l'innovation technologique, mais aussi les régressions les plus extrêmes. Nous plaçons cette adhésion dans une relation où l'enfermement, l'égoïsme et la compétition aveugle n'ont pas leur place, mais où l'éthique du respect, de la solidarité, de la fraternité sont des exigences de cette nouvelle forme de diplomatie et de coopération. Au sein de cet espace qu'est la Caraïbe, un travail très important de politique commune est déjà engagé sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, des déplacements et de la communication. Ce travail de longue haleine, c'est l'organisation de l'OICO. La Martinique n'a pas l'intention d'arriver avec des gros sabots. Nous n'avons pas l'intention d'arriver avec un esprit de domination quelconque. Chers amis, nous arrivons avec l'humilité au cœur et nous arrivons avec le respect vis-à-vis de vous. Et nous respecterons les 34 années d'efforts que vous avez enclenchés pour permettre à ces îles, à ces pays, à ces États de pouvoir travailler ensemble. Nous sommes, vous le savez tous, face à un grand défi, face à deux grands défis du monde. Et aucun de nous ne devrait croire que l'autonomie ou l'indépendance ou la régionalisation constituent des gains inattaquables et surtout irréversibles. Par des nations, pour des nations et des régions en voie de développement comme les nôtres. L'ombre de la mondialisation est aussi longue que son emprise est forte. Et elle porte en elle le potentiel, sinon l'intention, par les États puissants, qui, à distance, sur la base de stratégies géopolitiques qui sont les leurs et que nous comprenons peut-être, qui, à distance, au sein d'une compétition mondiale ultralibérale, prennent le contrôle des moyens et des facteurs de production et compromettent parfois les dynamiques internes de développement de nos pays. C'est l'un des constats lucides faits par Percival James Patterson, qui nous oblige à rechercher toutes les voies modernes et nouvelles de développement au cœur d'une dynamique économique capable de lutter contre toutes les formes de précarité, toutes les formes de misère et toutes les formes d'exclusion. Voilà donc, chers amis, le sens de notre adhésion d'aujourd'hui. Comme dirait Césaire, le plus large contre le plus étroit. C'est dans cet état d'esprit que nous ferons de notre Caraïbe tout entière, pas seulement un espace économique commun, pas seulement une géographie cordiale, mais véritablement le lieu organisé de vivre ensemble qui nous installe au cœur de nous-mêmes et qui nous dresse en face de grands défis du monde. C'est dans cet état d'esprit que je suis favorable, avec l'État, à ce que la grande conférence de l'ONU sur le climat, la COP 21, qui doit se tenir prochainement à Paris, intègre une conférence régionale caribéenne que la Martinique serait extrêmement fière de recevoir ici. Nous ne pouvons pas, au sein de la Caraïbe, être absents de ce grand moment pour la planète vis-à-vis par rapport aux mutations climatiques. Cela nous permettrait d'exprimer au monde, pas seulement nos richesses sous le plan de la biodiversité, d'exprimer au monde à la fois notre détermination, nos enjeux, nos défis, et surtout accepter de rentrer dans un processus de mutation de modèle économique, de mutation énergétique face au changement du climat. Monsieur le Président Skerrit, chers collègues, je sais que l'un des enjeux majeurs, qui est d'ailleurs une crainte exprimée, et Kenny à Saint-Vincent m'avait posé volontairement cette question.
Êtes-vous vraiment capable de coopérer, île française, avec les pays qui sont à côté? Il faut poser la question, et c'est clair. Et je voudrais publiquement te remercier, parce que je sais que tu ne l'avais pas fait volontairement pour pouvoir me bloquer, mais tu l'avais fait pour me permettre de m'exprimer. Et comme Ralph est très gentil, Ralph m'a laissé parler très longuement pour pouvoir répondre. C'est une question extrêmement importante, même si nous réservons le droit du respect vis-à-vis du choix institutionnel de chacun. Je veux dire que la Martinique, et je le dis très clairement, ne vient ni dans une attitude condescendante, mais la Martinique ne vient pas non plus pour faire de la figuration. Nous apporterons nos moyens économiques, qui constituent 60% du PIB de l'OICS. Nous venons avec notre population, qui fait 400 000 habitants, même si nous sommes en perte démographique ces temps-ci. Avec la Guadeloupe, l'OICS passera de 600 000 personnes, 600 000 habitants environ, à 1 500 000 habitants. Nous agirons avec respect et humilité, mais nous ferons de telle sorte, en brisant quelques barrières négativistes ou fiscalités incohérentes, en cherchant les solutions sous l'interconnectivité aérienne, numérique ou maritime. Nous trouverons ensemble des solutions, d'ailleurs je vous en ferai, pour qu'on puisse profiter au mieux de notre position géopolitique, qui n'est pas cette position géopolitique liée à la posture coloniale, qui est une position géopolitique moderne pour développer le monde. Nous sommes entre les États-Unis. Nous sommes aussi pas loin de l'Amérique du Sud. Notre géographie caribéenne, c'est 37 millions d'habitants. Élargie à la Grande Caraïbe, c'est 276 millions d'habitants. Nous sommes à la fois caribéens, martiniquais, mais aussi dans l'espace français et l'espace européen. Je ne vois pas pour quelle raison on ne pourrait pas s'inscrire dans le concert du monde en utilisant au mieux notre position géostratégique à notre profit pour notre développement et pour notre progrès. Des avancées ont été faites déjà, des avancées très importantes sur le plan législatif. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Des avancées qui nous permettent de signer et d'être justement membres associés. Nous avons des réunions fréquentes avec l'État, avec l'Assemblée nationale, pour que la proposition de loi que je formule pour permettre à la Martinique d'aller beaucoup plus loin dans les négociations avec les États de proximité soit une réalité. Alors, j'ai plusieurs propositions à faire. La première proposition, c'est bien entendu l'organisation de cette conférence régionale de la COP21, certainement, si vous êtes d'accord, à l'occasion du passage du président de la République ici en mai. La seconde, c'est la mise en place d'un processus concerté d'échange pour notre jeunesse. Parce que le chemin que nous sommes en train de baliser n'est pas seulement fait pour aujourd'hui, pour les acteurs économiques qui pourront échanger. C'est d'abord fait pour permettre aux jeunes de s'ouvrir à la Caraïbe. Et j'ai longuement transhumé pour faire comprendre que les échanges au niveau des jeunes est essentiel. C'est pour ça que je propose qu'on mette à l'étude très rapidement la possibilité d'un Erasmus Caraïbe que j'appelle moi-même Césarus Caraïbe. Il s'agira de permettre à les jeunes d'aller à Saint-Vincent, d'être dans des familles pendant 15 jours, d'aller au lycée de Saint-Vincent et d'accueillir ici en Martinique des jeunes de Saint-Vincent et être au lycée avec les jeunes de la Martinique. C'est le meilleur moyen de nous réconcilier avec nous-mêmes parce que depuis des siècles, nous sommes divisés entre nous. Il faut rattraper le retard. Je voudrais remercier les élus de la région, mais bien sûr les élus du département qui m'ont certainement soutenu, qui ont accepté, il y en a beaucoup dans la salle, majorité et opposition, de voter une somme que nous apportons immédiatement dans cette construction 320 000 €. Dans les 5 mois qui viennent, je vous propose de travailler
avec la Guadeloupe. Et Victorin Leguel m'a autorisé de le dire, Madame la vice-présidente. À une conférence de l'interconnectivité, on ne peut pas être dans la Caraïbe dans une situation aussi déplorable en matière d'interconnectivité aérienne et maritime. Il faut absolument se poser sur cette question essentielle pour l'avenir. Je propose que cette conférence sur l'interconnectivité se place sous votre égide, sous notre égide. C'est l'interconnectivité aérienne, bien sûr, maritime, bien sûr, énergétique, bien sûr, numérique et aussi télévisuel. Le partage des images est fondamental. Bien entendu, cette question se situe au cœur du développement de la Caraïbe, mais se situe aussi au cœur des débats des régions ultrapériphériques, notamment le respect de l'article 349 du traité de Lisbonne. Et je souhaite que la politique du grand voisinage engagée par l'Europe vis-à-vis des frontières qui sont à 8000 km, qui ne sont pas à la frontière de l'Hexagone ou de l'Italie ou de l'Espagne, il y a en Europe des frontières extérieures qui sont à 8000 km. Et l'Europe et la France sont des pays qui sont extrêmement riches en surface maritime et qui font qu'aujourd'hui, la question du transfrontalier à l'extérieur de l'Europe se pose en termes de connectivité aérienne et maritime. Cet effort doit être fait et je propose qu'on puisse définir ensemble tout cela. Ralph, je sais que tu m'as beaucoup parlé de la LIAD et qu'à la limite, il faut absolument travailler. Je suis prêt à cela. Nous sommes prêts à travailler là-dessus, Victorin Durel et moi-même. Dans le cadre de la convention bilatérale avec Sainte-Lucie que nous avons signée, un projet très concret de multidestination touristique a été approuvé. Nous avons présenté aussi en plénière cette action qui permet d'accroître le potentiel touristique et ça, il faudrait l'élargir à l'ensemble des pays de l'OICS. Touristes américains qui viennent Sainte-Lucie peuvent venir Martinique. Touristes français qui viennent ici peuvent aller Sainte-Lucie. Et à ce moment-là, on est dans la solidarité économique. Mais cette action s'ajoute à une action majeure sur le plan culturel et cinématographique. La coproduction, je sais que tu y tiens beaucoup. La coproduction entre Sainte-Lucie et la Martinique de l'œuvre cinématographique mise en scène majeure de Dirk Welcott Tijan et ses frères. Cela nous permettrait de réaliser une opération extrêmement importante sur le plan culturel. Sur le plan de la formation, nous avons signé un accord avec Antigua et Barbuda. Nous avons décidé d'utiliser à Antigua le centre de formation extrêmement performant. Mais nous nions ici aussi. Nous avons un centre ici. Et cet échange-là devrait nous permettre dans les 3 mois qui viennent de pouvoir échanger et permettre à une vingtaine de Martiniquais d'aller en immersion dans un pays comme Antigua et permettre aux Antiguais, mais aussi Saint-Lucien ou Saint-Vincent, de venir en Martinique pour être en immersion par rapport à la langue française et des pratiques et le professionnalisme touristique. Nous avons depuis longtemps un projet extrêmement important sur l'interconnectivité énergétique. Nous nous battons, et je suis très heureux que EDF et GDF ont repris la main sur la géothermie en Dominique. Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux aussi que vous n'ayez rien lâché et que vous continuez à travailler pour que la géothermie fasse partie des éléments de mutation énergétique dans votre pays. Nous maintenons, nous, la possibilité de vous acheter 40 mégawatts, si bien sûr le prix est intéressant. La Guadeloupe confirme de pouvoir vous acheter aussi 40 mégawatts. Nous avons eu une bilatérale et nous sommes là-dessus. Mais nous n'oublions pas aussi la possibilité aussi de nous approvisionner en gaz à partir de Trinidad. Les études continuent. Avec la CEPAL, nous avons une action majeure. Oui pour les énergies renouvelables, oui pour les mutations énergétiques, mais comment on les finance et quelles sont les expériences? Il ne s'agit pas simplement de faire de la mutation énergétique pour faire de la mutation énergétique. Il ne s'agit pas simplement de remplacer l'énergie de l'éolien, du vent, du solaire pour substituer au pétrole. Il s'agit aussi de travailler sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, la réduction de la demande, la performance économique, la voiture électrique.
Donc nous sommes dans une dynamique d'une vraie révolution, à la fois de l'esprit mental, technologique et technique. Mais nous ne pouvons pas rester dans la dépendance intellectuelle vis-à-vis ni des USA ni de l'Europe. Nous devons là prendre la main. La nature nous donne la main, il faut saisir cette main, il ne faut pas lâcher. Nous avons aussi mis un budget de 180 000 € pour cette expérimentation. Et dans le cadre d'un appel à projet, la plus grande difficulté, c'est de faire des analyses et des prospectives et de ne pas être dans le concret. Eh bien, nous avons fait un appel à projet, nous avons anticipé. Et il y a quelqu'un qui a répondu, pour l'interconnectivité maritime, nous souhaitons travailler au sein de l'OCS sur la mise en place, la construction d'un cargo à voile pour le développement des échanges commerciaux, import-export entre les îles de la Caraïbe et principalement entre l'OCS. C'est une avancée technologique respectueuse du développement durable, mais en même temps c'est une réponse technique parce que ces gros bateaux sont faits pour les grands pays et les grandes traversées et il n'y a pas de structure et de moyens techniques adaptés à nos réalités de nos échanges. En attendant qu'on puisse travailler sur des listes de produits que nous pourrons échanger entre nous, c'est anormal qu'on ait ce niveau d'échange commercial entre la Martinique et l'OICS, entre la Guadeloupe et l'OICS. Nous proposons aussi un projet de renforcement de la collecte statistique et analyse économique des pays de l'OICS. Nous verrons ça, bien sûr, avec le directeur. Dans le domaine de la santé, je le dis très clairement, en termes de diagnostic du cancer, je suis favorable à un cyclotron qui permet de détecter avec expertise et précision cette maladie, mais ce n'est pas seulement la Martinique qui en a besoin et ce n'est pas seulement la Guadeloupe qui en a besoin. Les pays à côté de nous ont besoin aussi de cet outil majeur que je situe au sein de la coopération régionale. Il faut le faire parce que la coopération dans la santé devient une coopération majeure. Et puis, une des grandes questions de ce troisième millénaire, c'est que le progrès, malheureusement, heureusement, mais plutôt malheureusement, passe par une consommation très massive. L'import-consommation se substitue à tout, tue la production locale et nous enlève toute espèce d'expertise et de puissance de création. Il faut absolument reconquérir cet espace de la créativité. Certainement, il faut travailler sur des standards de production qui soient compatibles avec notre niveau. Mais ce qui se passe lorsqu'on importe massivement, qu'on consomme massivement, ce sont les déchets. Le problème, c'est que nous sommes une île et que nous avons des populations qui sont assez restreintes. On est 1,5 million ensemble, mais tout seul, on est 100 000. On est 1,4 million ensemble, mais tout seul, on est 20 000. On est 8 000. On est 400 000. Alors que la stratégie d'élimination des déchets passe justement par ce qu'on appelle la mutualisation des déchets. Capable d'être recyclé en énergie, il faut absolument, et je ferai des propositions à l'État très rapidement, parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours de transition énergétique, mais aussi parce que j'ai une mission de la part du gouvernement sur l'économie circulaire. Donc je viendrai vous voir pour pouvoir discuter de savoir comment on peut mutualiser. On a un très bon exemple. Tout le monde en dit l'auto, mais tout le monde a quitté en l'aria. Et lorsqu'on laisse les voitures dans les rues, c'est des VHU, c'est des moustiques, c'est de l'AEDES, tout ce que vous voulez. Mais pire, si on peut utiliser ce qu'on appelle le recyclage et organiser la filière, nous pouvons créer, sur la base des déchets, des cycles de vie capables de se traduire en filière économique et en création d'activités. Il faut absolument réussir cela. Mes chers amis, j'ai voulu vous faire ces propositions qui émanent de ma plénière, de la région. Mais je ne peux terminer sans une pensée pour un des pays de la Caraïbe qui nous a ouvert la porte de l'émancipation et de la liberté. C'est pourquoi, à l'orée, à la réalité, au concret de notre adhésion, je ne peux pas ne pas penser à ce pays. Ma pensée va vers Haïti. Ce pays dont le combat fut pour nous un combat fondateur, a dû payer sa liberté contre le versement de plus de 150 millions d'euros de francs, 150 millions de francs d'or à l'époque. Une fortune qui aujourd'hui pourrait s'estimer à près de 120 milliards d'euros.
son élan, l'élan d'Haïti vers la liberté, qui a inondé la Caraïbe et vers le monde, et mieux encore, vers l'homme, et encore mieux, vers l'humain, a été, dès le départ, cisaillé, a été brisé par cette dette colossale qu'on lui a imposée. Haïti a dû emprunter et rembourse la dette de la dette. Dans notre construction d'une Caraïbe nouvelle, nous partageons les histoires assez facilement. Nous partageons les mémoires et les symboles, j'en ai fait allusion, dans une dimension totalement héroïque. Mais au passage, on oublie ces injustices. Ce pays qui s'est légitimement opposé à l'une des plus grandes barbaries humaines s'est vu obligé d'indemniser ses tortionnaires, de s'excuser pour sa victoire. Ce pays a été obligé de payer sa liberté. Ce pays vit dans une misère indépassable, liée aussi à cette dette instituée qui d'emblée a pesé lourdement sur son développement et sous l'instauration d'une démocratie de progrès. Tant que cette injustice ne sera pas réellement considérée, la Caraïbe portera une blessure profonde. Haïti a besoin de nous. Haïti n'est pas dans l'OICS, je le sais. Mais nous avons aussi besoin d'une Haïti digne, respectée et honorée comme il se doit. Je demande au sein de notre instance de l'OICS qu'on y pense très fortement. Je sais que Ralph, tu y penses beaucoup et tu te bats énormément pour cela. Je le sais. Haïti devra faire l'objet d'une mobilisation. Chers amis, ma référence à Flore Gaillard, à Louis Delgrès, n'a pas simplement pour objectif de vous parler d'histoire. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Il s'agit surtout de faire pour que la Caraïbe participe aux compétitions du monde avec audace. Nous sommes bien sûr un des grands hotspots du monde. La nature nous a redonné la main. C'est à nous de prendre cette main, la main de notre destin, dans le respect de nos différences, parce qu'il y a des différences. Oui, c'est un moment historique, mais c'est surtout un nouveau souffle que vous nous accordez. Dans le respect mutuel de nos institutions, ce nouveau souffle devrait ouvrir à notre jeunesse un espace doté d'une richesse humaine incroyable et de potentiel économique qui peut nous faire dire qu'un autre monde est possible. Je veux vous remercier et dire à la jeunesse caribéenne qu'il est possible, c'est possible, nous pouvons construire un nouveau monde. Merci beaucoup.